Automne 1918. La guerre ne se passe pas bien pour les puissances principales. L'armée allemande avait effectué une retraite tout au long du front. L'Autriche combattait seule au cœur de la Serbie. Leur allié, la Bulgarie, avait abandonné. Les dirigeants politiques faisaient des projets de négociation pour l'après-guerre. Mais beaucoup de choses n'avaient pas encore été décidées. À travers le monde, les troupes étaient désorientées. On voyait s'élever des cendres du conflit de nouvelles ou de vieilles nations, tout comme par exemple la Pologne qui faisait partie d'empires anciens et qui demandait son indépendance. En Russie, la révolution était un grand sujet de préoccupation. Des sections entières de ce vaste empire tombaient en ruine. Pendant l'époque de la guerre, l'Amérique a envoyé au tsar beaucoup de choses qui ne devaient pas tomber entre les mains du nouveau gouvernement communiste. Et c'est ainsi qu'un soldat sans renom du nom du major général William S. Grave a reçu l'ordre du ministre de la Défense américain de s'empresser de quitter son poste au camp Fremont en Californie pour aller à Kansas City dans le Missouri. Il y a rencontré le ministre de la Défense à l'hôtel Baltimore. Il a ainsi reçu des instructions qui engendreraient une des aventures militaires les plus intéressantes du XXe siècle. À Kansas City, le ministre de la Défense Newton D. Baker attendait le général avec des instructions qui avaient été soigneusement formulées et approuvées par le président des États-Unis, Woodrow Wilson. Wilson avait clairement remarqué le désordre et la confusion provenant de la retraite russe dans la guerre contre l'Allemagne. Le traité de Brest-Litovsk menaçait les efforts militaires des Alliés et donnait à l'Allemagne la chance d'intercepter une quantité considérable de matériel militaire qui avait été envoyé en Russie pendant que ce pays était encore un allié. Le ministre de la Défense a donné au général Grave une enveloppe scellée contenant la stratégie américaine dans le conflit russe. Grave apprit qu'il commanderait une expédition militaire américaine dans ce pays. Le ministre, Baker, lui a donné le conseil suivant. Faites attention où vous mettez les pieds. Vous allez marcher sur des œufs chargés de dynamite. Dès la fin de l'été 1918, les habitants de Vladivostok en Sibérie attendaient l'arrivée des premières troupes américaines qui faisaient partie de l'expédition militaire. Vers la fin septembre, le major général Grave et son équipe, qui avaient été soigneusement choisis, étaient prêts à se lancer dans leur aventure militaire au cœur de la Sibérie. Sous le commandement général du 27e régiment d'infanterie, du 31e régiment d'infanterie, du 17e hôpital d'évacuation et des unités administratives de soutien, l'expédition militaire avait au total 10 000 hommes et officiers. L'expédition restera en Sibérie d'août 1918 jusqu'en avril 1920. Le rapport d'activité de l'expédition mentionnera des villes telles que Vladivostok, Khabarovsk, Harbin, Chita et d'autres. Il s'agit donc de l'expédition militaire américaine de Sibérie. L'expédition militaire américaine, ou AEF, American Expeditionary Force en Sibérie. Elle représente un point secondaire intéressant de cette guerre. Elle a commencé au début de la révolution russe. Elle avait pour mission de protéger le matériel militaire allié qui avait été donné à la Russie impériale. À présent, les Alliés n'étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient faire. C'est pourquoi on a envoyé cette expédition qui soutenait en quelque sorte les troupes blanches. Il y a même eu des combats entre les troupes russes rouges et les Américains en Sibérie. Les troupes de l'expédition protégeaient le matériel militaire jusqu'à ce qu'elles puissent se retirer sans affecter la guerre civile en cours. Elle aidait aussi à évacuer certaines parties de la communauté russe ou d'autres communautés que nous essayions de protéger et que nous aidions à embarquer quand cela devenait possible.
Et en Sibérie, vous aviez les Américains et les Japonais qui étaient alliés. Les Japonais avaient des aspirations territoriales évidentes que les Russes n'appréciaient pas. La présence américaine n'était que temporaire. D'autre part, le président des États-Unis avait promis d'aider les Tchèques à établir leur pays. Eh bien, les Russes avaient été utilisés par les Russes comme force de combat contre les Autrichiens hongrois, comme des combattants pour la liberté, si vous voulez. On avait donc alors cette armée tchèque qui se trouvait dans la partie occidentale de la Russie, et les Russes essayaient de les désarmer. Les Allemands essayaient de les désarmer. L'armée tchèque se frayait un passage à travers la Russie pour atteindre la Sibérie et être évacuée par les Américains. Cela était dû au fait que nous avions promis de les aider à avoir un pays. Cette promesse faisait partie des 14 points essentiels présentés par le président. Alors c'était une aventure intéressante de voir ces Tchèques se battre pour se frayer un chemin afin d'atteindre le point d'évacuation. La ville de Vladivostok, avec sa baie stratégique de la Corne d'Or, était le centre géographique de cette expédition militaire. Les quartiers généraux situés dans cette ville du Nord, le général Grave était maintenant préparé à suivre les objectifs présentés dans les directives du président Wilson. Le premier objectif consistait à assister autant que possible les troupes tchécoslovaques qui s'étaient retrouvées isolées en Russie après la capitulation de leur pays en face de l'Allemagne. Les unités militaires tchèques étaient en route vers Vladivostok. L'étape suivante consistait à permettre aux Tchèques de quitter la Russie et de retourner dans leur pays, ou si cela était possible, de les engager dans un front oriental reconstitué qui s'était écroulé. L'armée tchécoslovaque s'était distinguée dans le combat entre les Allemands. La sécurité de ces troupes, remarquables, était essentielle aux yeux des Alliés. Le deuxième objectif était de garder le matériel et l'équipement militaire qui avaient été envoyés en Russie lorsqu'elle était en guerre contre l'Allemagne. La Russie n'étant plus parmi les combattants, on devait protéger le matériel militaire allié de façon à ce qu'il ne soit pas confisqué ou détruit par des opposants. Le troisième objectif, compris dans les directives du président à l'intention du général Grave, consistait à apporter une aide humanitaire aux Russes. À cause du conflit national, des milliers de Russes étaient sans abri, ce qui avait aggravé le problème des réfugiés. La famine et la maladie étaient choses communes. Les réfugiés cherchaient des abris dans les moindres endroits, dans des gares, dans des wagons et dans des refuges improvisés. La Croix-Rouge américaine a coordonné ses efforts avec l'expédition militaire américaine pour assister les sans-abri, les affamés et les malades. Le Dr. R.B. Tussler était le directeur de la coalition de la Croix-Rouge américaine en Sibérie. Grâce à son équipe et à des infirmières et des médecins, il a marqué l'histoire de la Croix-Rouge américaine.
Au-delà de ces objectifs spécifiques, le général Grave et ses hommes devaient éviter de s'engager dans les affaires internes de la Russie. Cette directive présidentielle avait été plus facile à donner qu'à suivre. Le général Grave, diplômé de West Point en 1889, s'appliquait à suivre ces directives avec persévérance pendant la période difficile de l'expédition en Sibérie. Pour les soldats américains de cette expédition militaire, le défi représenté par l'accomplissement de ces objectifs était une tâche monumentale. De plus, la vie militaire en Sibérie était inhabituelle et difficile. Le 27e régiment d'infanterie, sous le commandement du colonel Henry Bestier, avait quitté les Philippines pour rejoindre Vladivostok. 2 de ces compagnies s'occupaient de la sécurité ferroviaire entre Vladivostok et les villes des alentours, pendant que le reste du régiment avait établi leur camp à Vladivostok. Le 31e régiment d'infanterie avait aussi quitté les Philippines. Ils sont arrivés à Vladivostok vers la mi-août 1918 sous le commandement du colonel Frederick H. Sargent. Ils ont préparé des opérations dans toute la région. Les responsabilités de la garnison en Sibérie demandaient un entraînement important. Le paysage sibérien est devenu un terrain d'entraînement pour la marche, les essais et les tirs des unités militaires, non seulement américaines, mais aussi japonaises, chinoises, anglaises, canadiennes, françaises et italiennes. L'expédition militaire américaine faisait partie d'une présentation militaire jointe. Craignant les conséquences du traité de Brest-Litovsk, le Conseil suprême de guerre des Alliés a dirigé son action militaire en direction de la Russie du Nord, ainsi qu'en direction de la Sibérie. Pour cette opération plus tardive, le Japon avait accepté la proposition des États-Unis et devait rejoindre cette expédition multinationale. Le général Kakosa Lotani, de l'armée japonaise impériale, était l'officier supérieur allié en charge et recevait des ordres du Conseil suprême de guerre des Alliés.
est restée autonome sous le commandement du général Grave. En dépit de cela, l'activité militaire en Sibérie a demandé une coordination soigneuse et multiple. Vladivostok avait l'air d'une communauté internationale et sa gare ferroviaire, qui était un important centre militaire, était surveillée par une garde continuelle formée par les soldats à qui cette ville avait été assignée. Il s'agissait du terminal est du grand chemin de fer transsibérien. C'était ainsi devenu un centre d'accueil pour les voyageurs militaires et civils, et la ville même était une réflexion des nombreux courants qui traversaient la Russie tout entière. L'arrivée de vaisseaux alliés dans la baie de la Corne d'Or a continué à augmenter. Le navire amiral de la flotte américano-asiatique, le USS Brooklyn, sous le commandement de l'amiral Rogers, est arrivé au port en automne 1918. Le général Grave, avec des membres de son équipage et John Caldwell, le représentant américain à Vladivostok, a rendu visite à l'amiral Rogers pour parler de l'opération délicate en Sibérie. Pendant que cet entretien avait lieu, les marins du USS Brooklyn passaient beaucoup de temps à faire des essais militaires en mer et à terre. Les navires amiraux d'autres pays représentés dans l'expédition sibérienne avaient aussi jeté leur ancre dans la baie. Le croiseur britannique Suffolk servait de soutien aux unités de guerre de ce pays. La situation interne changeante et confuse en Russie était l'objet constant de l'attention des Alliés en Sibérie. Le général Grave comprenait l'importance du commentaire du ministre Baker au sujet de marcher sur des œufs chargés de dynamite.
Les défilés militaires le long de la Russe Miklonskaya faisaient partie de l'entraînement régulier. Ce défilé comprenait les unités de tous les pays alliés représentés dans l'expédition sibérienne. Les habitants de Vladivostok s'habituaient au tambour, à la musique martiale et à la cadence du personnel militaire. On pouvait se détendre et oublier son métier de soldat pendant un moment. À l'hippodrome de Vladivostok, les soldats canadiens ont organisé une compétition sportive, alliée et enthousiaste. Et dans un autre campement en Sibérie, la 26e d'infanterie a préparé un spectacle de western à la surprise et l'étonnement des habitants. Mais pour les Américains, les Cosaques à l'aspect rude qui faisaient partie de l'armée russe en Sibérie étaient tout aussi étranges. Ces Cosaques à l'air féroce étaient constamment sous surveillance, mais en réalité n'ont causé aucune difficulté pendant cette période opérationnelle. Au printemps 1919, on a donné au corps ferroviaire russe qui formait une unité non combattante, commandée par le colonel américain John Stevens, la responsabilité du fonctionnement des opérations ferroviaires le long du chemin de fer transsibérien. Ce chemin de fer permettait aux unités militaires tchèques d'atteindre Vladivostok durant leur dur voyage vers leur pays. Les aventures qui se passaient près de la dernière partie de la ligne du transsibérien étaient des faits quotidiens. Chaque pays allié avait des secteurs de contrôle et de responsabilité. Personne ne pouvait savoir ce que le lendemain avait en réserve. À Harbin, en Mandchouria, le transsibérien était un point essentiel de correspondance pour les passagers et les marchandises entre la Chine, la Sibérie et la Russie. La protection de ce centre ferroviaire était cruciale pour les Alliés. Le voyage tout au long du chemin de fer présentait un autre problème. Il était commun d'avoir à dégager des trains russes endommagés ou détruits. Les débris, les voies dynamitées et les autres obstacles témoignaient du conflit interne qui s'était emparé de la Russie. La circulation ferroviaire le long du transsibérien était un mélange d'intérêts divergents qui troublait la région. Le transport des malades et des blessés à Vladivostok représentait l'utilisation la plus essentielle du transsibérien.
Les médecins, les infirmières militaires américains qui faisaient partie de l'hôpital de l'expédition militaire soignaient les blessures des soldats, les cas de typhus, les engelures et les problèmes dus au climat sibérien. D'août 1918 à décembre 1919, les soldats américains gardaient les entrepôts ferroviaires, les magasins de matériel militaire et surveillaient les prisonniers allemands et autrichiens qui avaient été incarcérés quand la Russie était en guerre. En janvier 1920, les unités tchèques étaient en sécurité à Vladivostok et étaient évacuées vers leur pays. La Première Guerre mondiale était enfin terminée et le matériel militaire ne faisait plus l'objet de confiscation. Les conditions internes de la Russie n'exigeaient plus l'utilisation de cette expédition militaire extraordinaire. Washington a donné l'ordre au général Grave d'arrêter l'opération entière. Dès avril 1920, le général et son expédition militaire américaine étaient rentrés. On a très peu de renseignements sur cette expédition ou AEF qui a bravé des conditions hostiles dans une Russie tourmentée par la guerre à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais leur participation au maintien de la paix dans cette partie du monde était importante pour les dirigeants militaires alliés et russes. Aux États-Unis, les Américains commençaient à célébrer la victoire. La Première Guerre mondiale de leur époque était finie. Les nouvelles de l'armistice étaient un peu prématurées, mais n'ont pas pu arrêter une grande célébration à Times Square. Si le Kaiser avait été là, il aurait connu des temps difficiles. L'Américain moyen le rendait responsable de tout, mais il n'était plus là, et les Américains pensaient qu'il n'y aurait plus de guerre. Ils étaient prêts pour la paix. Et quand le bateau à vapeur George Washington s'est déplacé sur la rivière Nord emmenant le président Wilson en Europe à la conférence sur la paix, la plupart des gens pensaient que le monde était en mesure d'accepter la démocratie. Les années de guerre avaient laissé une marque sur le moral américain. Les gens étaient prêts à s'amuser. Pour attirer les foules ou peut-être pour faire de la publicité au sujet d'un nouveau produit, les casse-cou que l'on appelait des mouches humaines escaladaient de hauts bâtiments un peu partout dans le pays. Le baseball est devenu très populaire. Les scores étaient faciles à comprendre et beaucoup plus amusants que ce qui se passait en Europe. Mais l'Europe, en dépit de son paysage dévasté, a pu envoyer la dernière mode française au-delà de l'Atlantique, et particulièrement des chemises de nuit qui étaient très osées pour l'époque. Affamés par la guerre, les gens aspiraient à une vie normale. Quelque chose de nouveau est arrivé dans la vie américaine, les embouteillages. Quand la route était dégagée, on pouvait circuler légalement à 30 km/h. Même si on essayait de discuter avec le policier, cela ne changeait rien et on avait une amende. Tout cela a permis le début d'une nouvelle ère et les gens étaient prêts à l'accueillir. Ils étaient aussi prêts à s'amuser. Les foules se pressaient dans les stations diverses où ils étaient ébahis par des marcheurs sur elles qui défiaient la mort et ne semblaient pas reconnaître le haut du bas. L'avion allait présenter un grand attrait pour les foules pendant ce week-end. Le NC Ford de la marine avait fait le voyage des États-Unis à la Grande-Bretagne en seulement 54 heures de vol. Et puis il y avait l'avion plus léger que l'air, le R-34 anglais, qui avait traversé l'océan avec une facilité incroyable. On ne savait pas si les dirigeables allaient dominer les avions, mais de toute façon, l'avenir avait l'air prometteur. Il n'y avait pas de compagnie aérienne en Amérique. Mais à la fin de la guerre, la Poste avait commencé un service aérien pour le transport du courrier. Et quand vous voyez ces petits avions de la Poste en action, et que vous vous rendiez compte que l'aviation avait de nombreux et brillants pilotes de guerre parmi lesquels choisir, comme par exemple Eddie Rickenbacker et Burt Acosta, l'Amérique savait bien que l'ère aérienne arrivait.
À ce moment-là, les gens ont voté pour ce qu'on a appelé la prohibition. Et quand les bars et les saloons ont fermé au début des années 1920, cela a consterné beaucoup de gens. Le problème avait commencé des années auparavant, quand une dame âgée du nom de Carrie Nation avait fait une campagne contre les saloons. Elle a gagné, et la loi sur la prohibition est devenue officielle. Beaucoup de boissons alcoolisées de qualité ont été versées dans les égouts à un point tel que cela vous donnait les larmes aux yeux. On aurait dit la fin absolue de l'alcool aux États-Unis. Les soldats étaient revenus et avaient été accueillis avec enthousiasme. Cependant, la plupart d'entre nous essayaient d'oublier la guerre. Les héros de guerre, comme le sergent Alvin York, étaient acclamés par la foule. On leur a donné de nombreux honneurs aux officiers de haut rang, comme le général Blackjack Pershing et l'amiral William Sims. Les vétérans organisaient la Légion américaine qui a eu son congrès de 1921 à Kansas City. Comme d'habitude, les légionnaires sont arrivés en masse dans la ville. Parmi eux se trouvaient des généraux et des amiraux américains et étrangers. Même pendant la célébration de la victoire, ici et là, l'esprit de combat a commencé à chercher des buts moins nobles. Dans plusieurs villes, il y a eu de la violence. Des groupes ont essayé de s'emparer de prisonniers. Presque dans tous les cas, la police et la garde nationale ont pu contrôler la foule. Mais d'autres groupes étaient plus difficiles à maîtriser. Une organisation secrète, le Ku Klux Klan, a pu établir son influence destructive dans une grande partie du pays. Et un homme, surnommé Mr. Zero, faisait des enchères pour vendre le travail des gens devant la foule fascinée de Boston, tout cela pour dramatiser le manque de travail. Le conflit entre le capital et le travail s'est exacerbé et a atteint son sommet dans une série de grèves prolongées et chaotiques. Les prix étaient élevés. Les hommes demandaient des augmentations que de nombreux employeurs refusaient de donner. Il y avait de nombreux problèmes qui apportaient encore plus d'agitation. Certaines célébrités nationales, comme la mère Jones, croyaient qu'il fallait se battre jusqu'à la fin. Mais il y avait aussi de nombreux négociateurs entêtés parmi les dirigeants du mouvement organisé du travail. Des hommes comme William Green et Phil Murray, des mineurs unis et leur dirigeant, John L. Lewis. La vague de grève de l'après-guerre a créé une crise à Boston quand la police a quitté la ville, la laissant sans défense. On a organisé un groupe de police volontaire et on a appelé la milice pour patrouiller les rues. Boston, qui était peu avant cela une ville paisible, était à présent comme occupée. Et puis Calvin Coolidge, gouverneur du Massachusetts, est arrivé sur scène. Il a dit qu'il était interdit de faire la grève contre la sécurité publique et cela s'appliquait à qui que ce soit, n'importe où et n'importe quand. Ce commentaire a rendu Coolidge célèbre instantanément. Peu de temps après, la vague de grève s'est arrêtée. Le public s'est fatigué, les prix ont diminué, c'est ainsi que les grèves ont pris fin. Après une conférence, le dirigeant du Parti du Travail, Samuel Gompers, et l'industrialiste Charles Schwab ont fait un effort pour se sourire. Il y avait de la violence pendant les années qui suivaient immédiatement la guerre. Le pire des dégâts avait été causé quand une bombe avait explosé à Wall Street, à l'extérieur du bureau de J.P. Morgan. Des experts ont examiné les éclats de la bombe, mais personne n'a pu trouver son origine. Cependant, le public pensait que les révolutionnaires étaient responsables. On a remarqué que la statue de George Washington, qui se trouvait de l'autre côté de la rue, était intacte.
J.P. Morgan, qui était en vacances en Écosse à ce moment-là, a aussi échappé à l'explosion. Même avant l'explosion de Wall Street, on avait fait des raids au niveau national sur les quartiers généraux communistes. C'était en conséquence du sentiment général que les bolcheviks essayaient de faire un coup d'État. Il n'y avait pas beaucoup de différence dans l'opinion publique entre les socialistes et les communistes, et le public avait l'air satisfait de voir les radicaux passer en justice. Dans de nombreux cas, le jury a décidé que les prisonniers étaient coupables, et s'ils n'avaient pas la nationalité américaine, ils étaient déportés. C'était durant cette période de crainte que 2 hommes d'origine italienne ont été arrêtés et condamnés pour le meurtre d'un agent payeur à South Guthrie, dans le Massachusetts. Au début, la question de leur culpabilité ou de leur innocence a peu attiré l'intérêt du public. Mais avant leur exécution des années plus tard, le cas de Sacco et Vanzetti a provoqué une réaction mouvementée d'ampleur mondiale. Finalement, l'hystérie s'est arrêtée, mais pas avant que, parfois de façon illégale, des centaines de gens soient recherchés et envoyés dans leur pays. L'hystérie s'est arrêtée, mais en laissant une certaine amertume. La situation politique n'était pas très harmonieuse. Le président Woodrow Wilson a ramené un traité de paix avec un projet pour ce qu'il a appelé la Ligue des Nations. Le Sénat républicain s'est opposé au traité ainsi qu'au projet. Wilson a défendu de façon obstinée ses idées, mais il est tombé malade et l'opposition, dont le centre était le Comité des relations étrangères du Sénat, a pu l'emporter et a refusé cette proposition. La Première Guerre mondiale avait ralenti un mouvement qui finalement a pu devenir l'actualité. Les femmes ont obtenu le droit de vote et sont devenues une force politique dans tout le pays, particulièrement à l'est des États-Unis et dans les villes. Dans la campagne présidentielle de 1920, les femmes ont pu voter pour la première fois pour élire le président des États-Unis. Warren G. Harding était le candidat républicain. Harding était nouveau dans un pays fatigué de la guerre et il a fait un effort particulier pour ne pas offenser les divers groupes existants. Des célébrités du spectacle comme Al Jolson l'ont aidé dans sa campagne et Harding a fait de son mieux pour avoir l'air intéressant. Il avait aussi le soutien d'un des membres gouvernants les plus élevés, Charles Evan Hughes. Il a aussi fait appel à des stars telles que Lillian Russell, qui s'est dévouée à encourager les femmes à utiliser leur nouveau droit de vote. Le candidat qu'il avait choisi pour la vice-présidente était Calvin Coolidge, qui s'était rendu célèbre grâce à la grève de la police de Boston. Le candidat du Parti démocrate, le gouverneur James Cox d'Ohio, et son partenaire, le jeune Franklin Delano Roosevelt, ont été désavantagés dès le début. Woodrow Wilson avait été président pendant trop longtemps et les gens voulaient un nouveau visage. Les républicains ont dominé Washington avec de grands espoirs et un gouvernement plus petit à l'esprit. Harding a dit qu'il voulait retourner à la normalité. Les gens n'étaient pas sûrs de ce que cela voulait dire, mais ils aimaient l'entendre dire. Le contraste entre Wilson, l'activiste idéaliste, et Harding, le pragmatique, n'aurait pas pu être plus évident. Le millionnaire industrialiste Andrew Mellon est devenu ministre de la Trésorerie. Comme il avait une grande fortune, on pensait qu'on pouvait lui faire confiance avec les fonds du gouvernement. Sous la direction de Mellon, la bureaucratie fédérale avait été rapidement réduite et on a posé le fondement pour une nouvelle ère de prospérité. C'est dans cette ambiance que le pays a commencé une croissance en productivité et en industrie. Harding a essayé de faire appel à tous les niveaux de la société, espérant mettre la guerre et les conflits de côté. Quand le dirigeant du Parti du Travail, Samuel Gompers, a demandé au président de relâcher Eugene Debs, un activiste emprisonné, Harding a accepté. « On doit tourner la page », a dit Harding. Le prix de la guerre était élevé, non seulement en vie humaine, mais aussi en dette nationale et en